Une question sur la construction du mot parfumé, M. Taylor, s'il vous plaît. Oui. Le mot parfumé, là tout à l'heure, vous avez parlé de femme au samoa, vous avez utilisé le mot parfumé. Oui. Et là, je comprends bien que vous ayez de ce que j'appelle entre parenthèses des RR, n'est-ce pas? Ou des. Voilà. C'est du parfumé, c'est bien ça. Non, parce que le parfumé est un préfixe oui, causatif. absolument. Absolument, c'est exactement comme dans d'autres langues. Exactement comme dans d'autres langues polynésiennes. Donc, en gros, on peut traduire à la manière de. À la manière de. Comme. Voilà. Voilà. Merci. Mais dans le sens samoan, étant donné que Fafine a pris là-bas un sens plus restreint que le tahitien Vahine, et que ça veut dire une femme dans son rôle de partenaire sexuel réel ou potentiel, Fa'afafine est un mot que les efféminés, on va dire comme ça, n'aiment pas trop, parce que ça semble les réduire aux relations sexuelles, où ils font comme des femmes. Je comprends mieux pourquoi en 1986, j'étais là-bas, et je passais au marché avec un palais un peu trop long, parce que là-bas, il porte le palais court, les Anglais, parce que j'étais pour un parfumé. Ah ouais. J'ai mis du temps pour ça, mais c'était à cause de la longueur de mon palais. Parce qu'ici, c'est beaucoup plus long que là-bas. D'accord, je comprends mieux. Margaret, j'ai beaucoup aimé la complexité que tu as introduite et la juxtaposition entre, qui est absolument merveilleuse. Mais je voudrais ajouter encore un peu plus de complexité à propos de la fin du XVIIIe siècle. Et il y a quelque chose qui se passait par rapport à la sodomie et la peur que ça engendrait. N'était pas tellement pendant le voyage de Cook, qui était encore pendant la paix qui a suivi la guerre de 30 ans entre la France et l'Angleterre, mais plus tard, après 1789, quand les deux pays et les puissances mondiales sont entrées en guerre à nouveau, la sodomie était... donc ça va être intéressant pour le public ici. Les Anglais voyaient la sodomie comme un vice français, une caractéristique typiquement française. Donc ce n'était pas seulement une anxiété sur le corps masculin occidental, mais je pense une anxiété à propos du corps anglais, du corps masculin anglais par rapport au corps français, particulièrement la masculinité d'un empire qui renaissait sur le continent et qui devenait l'objet d'une anxiété énorme. Je pense que c'est un commentaire tout à fait valable, c'est quelque chose de très, très intéressant parce que c'est très important de voir quelque chose qui est très intime en termes de géopolitique du système mondial. Et c'est là dans les écrits d'Eric Guest sur William Hodges, l'artiste qui était sur le deuxième voyage de Cook. Et très souvent, il y a des choses qui sont faites en termes d'anxiété impériale que l'on voit dans les idées de masculinisation ou de féminisation des corps. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup plus sur le deuxième voyage de Cook et je me suis beaucoup appuyé sur les écrits de Foster et son fils George. Et je pense qu'on voit très bien le genre en tant que code. C'est important de voir le genre non seulement comme l'attribut d'une personne individuelle ou de modalité sociale, mais également dans la langue, comme le genre est un code très fertile pour penser le monde. Et de très nombreuses façons, je suis marqué par ce qu'on a dans le Pacifique oriental, donc je ne veux pas l'appeler Polynésie parce que ça n'était pas le nom que ça portait à l'époque, mais c'est vraiment une féminisation des hommes et des femmes, et particulièrement des gens de haut rang. Et je pense qu'il y a une hyper-masculinisation des hommes et des femmes dans les îles qui sont devenues le Vanuatu. Donc avec un aspect martial qui est souligné. Donc on a souvent
des choses en rapport avec le pouvoir et la géopolitique et qu'on analyse en termes de la façon dont le corps est perçu. Donc je suis désolé, je n'ai pas bien analysé le temps que j'avais, le temps qui m'était imparti, parce que ce que je voulais dire, et c'est ce qu'on voit dans ton travail et dans le travail de votre livre, Gender on the Edge, mais l'importance de l'idée de résister aux modèles occidentaux. Donc, pas simplement les colons qui sont partis ou qui sont peut-être encore là, mais également de résister à ce qu'on voit comme un nouvel impérialisme global. Et on voit l'idée de culture océanienne dans la partie du monde où je travaille. On parle de coutumes, plutôt les façons de faire de l'endroit plutôt que les façons de faire du passé. Donc il y a un impérialisme invasif global. Et de la part de certains conservateurs culturels, c'est d'eux que ça vient, mais également de la part de gens qui sont dans des positions politiques différentes. Donc ce que j'aimerais voir plutôt, c'est un sens de cohabitation, de coprésence de plusieurs modèles dans le Pacifique aujourd'hui. Donc nous n'avons pas seulement des modèles relationnels dominants océaniens, mais des choses qui sont extrapolées en tirant sur donc un sujet individué à qui on demande d'amener ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur et de déclarer une orientation homo-érotique ou de déclarer leur statut de séropositivité pour être les représentants de certaines personnes. Donc je voudrais voir ces modèles européens et océaniens en dialogue et non pas opposés. Et je pense que c'est plutôt cohérent par rapport à ce que tu disais, Irène. Tahiti en particulier, du fait que dans la langue, donc je reviens aux questions de langue et d'ambiguïté, que du fait que dans la langue, il n'y a pas du masculin et du féminin dans les différents mots, cette ambiguïté aurait favorisé la présence de ceux qu'on appelle les Fa'afafine à Samoa, on vient d'en parler, ou les Mahu-Rere, ou les Rere si on parle du phénomène plus récent, à Tahiti. Donc, ma question à Jacques sur cet exemple précis, c'est, et on a parlé avec Nicole, Georges et avec Kalissa aussi, donc, d'abord, c'est totalement faux, indu, d'essayer de voir le moindre rapport entre la structure du genre dans la langue et les idées du genre dans la culture et la société, point d'interrogation, mais d'autre part, il faut faire attention que certains ne se gênent pas de franchir le pas et de faire ce genre de commentaires. Alors que peut-on leur répondre définitivement sur le rapport entre langue et culture ou vision du monde? Donc, en l'occurrence, j'ai expliqué que ce n'est pas écrit noir sur blanc, c'est une sorte de légende urbaine qui m'a été rapportée au moins 2 fois aujourd'hui, effectivement, et qui est la suivante, rapportée la première fois par mon épouse, qui est polynésienne, qui a grandi à Papara, et qui me dit que depuis qu'elle est petite, elle a entendu plusieurs fois, et en particulier dans la bouche d'enseignants Popa, alors, discutant entre eux, le commentaire suivant, « Ah, en tahitien, il n'y a pas le là », alors c'est pour ça qu'il y a les garçons ont du mal à se repérer et à identifier leur identité sexuelle et qu'ils deviennent assez facilement rara. Bon. Et Hina me dit qu'elle a déjà entendu ça. Hein. Bon. Alors, et d'une certaine manière, c'est un peu ce que dit Robert Levy dans son ouvrage, puisqu'il dit, en gros, il explique, bon, la société tahitienne est assez peu différenciée du point de vue sexuel. Enfin, les genres sont assez peu différenciés. Il y a une relative égalité. Et donc, il énumère un certain nombre de faits, dont dans la répartition des tâches, etc. Et parmi les faits qu'il énumère, qui expliqueraient cette relative indifférenciation, il cite effectivement l'absence de genre grammatical dans la langue, mais aussi le fait que de nombreux noms propres peuvent être donnés indistinctement à des garçons et à des filles. Bon. Et donc c'est une autre manière de dire que la structure linguistique aurait une influence sur l'absence de différenciation.
Alors, c'est ce que j'ai essayé de montrer. On prend encore une fois l'exemple des langues kanak, il n'y a pas de genre grammatical, etc. Et pour autant, là, on a affaire à une société qui est très sexuée. Bon. Donc, effectivement, c'était l'objet de mon propos. La comparaison des langues permet de montrer qu'il n'y a pas d'isomorphie entre le niveau des opérations grammaticales qui sont des opérations très abstraites et dont on a finalement assez peu conscience, et le niveau de l'univers réel. Mais Nico, tout à l'heure, me faisait remarquer, il a raison. Ce qu'il faut regarder en revanche, c'est lorsque vous avez une corrélation de phénomènes linguistiques. C'est-à-dire que si à la fois au niveau grammatical, au niveau lexical, au niveau sémantique, etc., vous avez un faisceau de faits convergents, alors là, le poids linguistique peut éventuellement être associé à une forme de vision du monde, mais pas juste le fait linguistique de absence ou présence d'un genre grammatical. Dans quelle mesure le genre d'un mot dans une langue est lié à des raisons euphoniques ou eugraphiques plutôt qu'à la désignation d'un objet? Donc, en gros, est-ce que l'assignation du genre à un nom commun, par exemple, dépend d'une relation au monde réel? Et donc, j'ai expliqué que non, justement. Est-ce que ça peut être lié à des phénomènes de type morphologique, de la forme du mot lui-même, pour qu'il soit plus agréable à l'oreille ou à la vue? Et alors, je ne connais pas le grec ancien suffisamment, j'en ai fait un petit peu, mais pas suffisamment pour aller dans le détail de cette affaire-là. Mais je vous ai montré un exemple, c'était en Afar, je crois, justement, où l'assignation du genre grammatical du nom commun ne dépend absolument pas du sexe du référent, qui plus est quand il s'agit d'entités asexuées, mais uniquement de la forme du mot. Et si la syllabe filade est une voyelle, alors crac c'est du féminin d'office, et si c'est une consonne, crac c'est du masculin. Donc oui, il y a bien de fait, il existe ce type de phénomène, probablement en grec ancien aussi, et c'est bien la preuve que le genre grammatical vit sa vie tout seul parfois. Parfois il est connecté au réel, parfois il ne l'est absolument pas. Et je réponds donc à une troisième question que tu as posée tout à l'heure, sur quel est l'intérêt du coup de comparer les systèmes, par exemple français et tahitien. Là, en l'occurrence, dans le cas d'un enseignement bilingue, où les enfants ont l'opportunité de se balader entre les deux langues, grâce à la comparaison du français et du tahitien, l'enfant peut plus facilement prendre conscience de l'arbitrarité de cette relation entre le genre grammatical et le monde réel. Puisque justement, le tahitien, lui, s'est débarrassé, enfin, c'est même pas qu'il s'est débarrassé, elle n'a jamais été présente en tahitien. Donc ma question, c'est plutôt une réflexion sur les langues, parce que moi je trouve très intéressant d'introduire dans la discussion sur le genre le langage, la pratique du langage. Et je suis gênée que quand on trouve qu'un phénomène n'est pas universel, on soit amené à sembler le mettre de côté. Par exemple, je pense que les sciences sociales devraient vraiment recommencer à prendre au sérieux le fait que la vie en société va avec la pratique du langage. Ça a beaucoup intéressé l'anthropologie structuraliste, par exemple, mais il est bien connu aujourd'hui que cette anthropologie ne prenait pas vraiment la pratique du langage au sérieux. Et que les références qui ont été celles de Lévi-Strauss, principalement la phonologie, sont très loin de la pratique de l'interlocution. Mais je trouve qu'on aurait intérêt à réintroduire non seulement un intérêt pour le lexique, pour le discours, mais pour la pratique de l'interlocution. Et que dans cette analyse, les langues qui ont des caractéristiques particulières peuvent nous éclairer sur des phénomènes généraux. Par exemple, j'avais été très intéressée en lisant le livre de Edmond Ortig sur le symbole, comment ça s'appelle Le discours et le symbole. Le discours et le symbole. Il utilise par exemple le latin, dans lequel il n'y a pas de pronom. Amo, amas, amad, amamus, on a fait ceux qui ont fait du latin autrefois, amad, etc. Il n'y a pas je, tu, il, vous. Et il utilise le latin pour nous faire comprendre que les pronoms ne sont pas mis à la place de nom, mais sont des déflectifs du verbe. Donc que ce sont les différentes positions dans l'acte de parole qui sont exprimées par là, et donc on comprend, donc le latin nous éclaire sur une dimension peut-être plus universelle, y compris en français où on va dire j'aime, tu aimes, il aime, etc. Et je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi par exemple j'ai été intéressée à réfléchir au fait que le français et l'anglais
introduisent le genre à la troisième personne, alors qu'en première personne et en deuxième personne, c'est-à-dire les deux positions de l'interlocution, ne sont pas genrées. Et que c'est uniquement par la médiation du discours en troisième personne qu'apparaît le genre. Je me dis, même si ça n'est pas universel à toutes les langues, on peut en tirer quelque chose, peut-être de plus général, par exemple, pour faire comprendre que la façon dont nous avons l'habitude, dans l'idéologie individualiste, appelons là comme ça, qui ne correspond pas à notre véritable façon de vivre. On met la première personne au départ. Au départ, il y aurait moi, puis après, il y aurait l'autre, et après, ça ferait de l'interlocution. Donc, si on prend la pratique de l'interlocution concrète, on voit que pour qu'un être humain, un bébé, entre dans l'interlocution, il faut d'abord qu'il soit désigné en troisième personne, comme un des nôtres ou une des nôtres, comme ça a été très bien montré par Mary Douglas. Il faut qu'il soit désigné comme un humain et pas un petit rhinocéros qu'on va remettre, ou un petit hippopotame qu'on va remettre dans le fleuve. Après, il faut qu'on s'adresse à lui en deuxième personne pour qu'enfin il puisse acquérir par la pratique la première personne. Je trouve que ça, c'est des choses, et ça, c'est vrai pour les garçons et pour les filles. Donc, il y a beaucoup à réfléchir à travers ces pratiques, de la complexité, du fait qu'à la fois, nous avons le sentiment d'appartenir à un sexe, la plupart d'entre nous, et en même temps de ne pas être justement assigné à un sexe. Qu'est-ce que vous pensez de ces réflexions? Donc, est-ce que ça vous choque qu'on utilise le langage pour des réflexions de ce genre? Non, absolument pas. Ce n'était pas du tout mon propos. Je pense au contraire que la réflexion sur les relations humaines et sociales doit impérativement s'appuyer sur une réflexion sur le langage et la langue des gens, à la fois sur la langue et le discours, c'est-à-dire comment ils utilisent la langue à des fins personnelles, en quelque sorte, dans l'interaction. C'est évident. Ce que j'ai simplement voulu montrer, c'est que cette analyse ne doit pas se concentrer exclusivement sur la question du genre grammatical. Bon. Et donc il faut explorer, et donc c'est ce qu'a fait Serge avant moi finalement, il faut explorer à la fois le genre, le lexique, la sémantique, c'est toute la structure de la langue dans sa globalité qu'il faut prendre en compte, et vous l'avez dit très bien également, les phénomènes d'interaction, parce que la langue est un système, et ensuite ce système il est mis en œuvre par des individus dans des interactions, et ce qui est intéressant c'est de regarder des énoncés produits dans des situations d'énonciation, et comment dans l'interaction les gens produisent tel ou tel énoncé et utilisent les formes à dessein. Donc oui, bien sûr, ça me paraît évident. Et le comparatisme, aussi bien en sciences humaines qu'en linguistique, est tout à fait révélateur de phénomènes universaux aussi. J'ai une question ici pour Serge. Il y en a Serge. De la même façon, on parle d'affiner. Est-ce qu'on a le terme fa'atamaloa ou fa'atane? Quel terme? Fa'atane, le symétrique de fa'afafine. Alors, on en parlera demain, parce que c'est vraiment une partie de l'exposé que je fais demain sur le fait que grammaticalement, ben oui, ça marche. Grammaticalement, on peut très bien dire à la manière de fa'a, à la manière d'une fa'afine pour un homme efféminé, sauf qu'on le sexualise trop à son goût à cause du sens restreint de fa'afine, et on peut très bien dire fa'atama, fa'atamaloa, elle, parce que ça s'applique en général à ce moment-là à une fille, elle se comporte à la manière d'un homme. Le problème qu'on va développer demain, c'est que fa'afine, c'est devenu une classe de gens, les transgenres, assignés à être garçons à la naissance. Et puis ensuite, il y a d'autres histoires. Alors que quand on dit de ces filles fa'atama, on ne peut pas dire autre chose que, en ce moment-là, où la personne dont on parle, ah oui, elle s'est comportée, elle se comporte d'une manière garçon, d'une manière boyish, comme disent les Anglais. Mais ça ne forme pas une classe. Et ce n'est pas pour rien que, justement, je dirais demain que les Samoans sont allés chercher un mot anglais, tomboy, pour
désigner le phénomène des filles garçonnes avec tout un tas d'ambiguïtés. Donc il y a de nouveau là une asymétrie, une non-symétrie entre le transgenre garçon efféminé et le transgenre fille-garçonne. Il est important, pour tirer vraiment des conclusions qui s'appuient sur les aspects linguistiques, de ne pas travailler, je l'ai dit d'une certaine manière, mais je veux le redire d'une autre manière, pas simplement travailler sur la langue comme système qui vivrait sa vie tout seul, mais travailler sur des corpus d'interaction produits par les gens. Vous comprenez ? J'essaie de trouver un exemple qui puisse être parlant. En français, vous pouvez faire le jeu de mots « la femme est un homme comme les autres », parce que vous jouez sur l'ambiguïté du mot « homme » qui peut être utilisé comme terme générique pour hommes et femmes. Bon, homme au sens d'humain, etc. On ne peut pas faire ce jeu de mots en tahitien. Enfin, je demande à John, je me tourne vers lui. Est-ce que tu peux traduire « la femme est un homme comme les autres » ? On ne peut pas faire ce jeu de mots en tahitien. Comment traduire la femme est un homme comme les autres? Oui. Comme les autres quoi? Ben, comme les autres hommes. C'est parce qu'il y a un double sens du mot homme. Le jeu de mots avec le mot homme qui est homme humanité et puis homme le genre. Oui, ça a changé, vous comprenez ? C'est étané, oui. Oui, mais oui, mais c'est-à-dire qu'en français, c'est le même mot homme. Hein. La femme est un homme comme les autres. Et là, on a eu tané une première fois, et ensuite on a ata. Mais ce qui est pas une. Mais du coup, oui, mais c'est plus la. Donc, ce que je veux dire. Mais oui, mais ça marche pas non plus. Le jeu de mots ne fonctionne qu'en français. Et c'est vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire que certaines relations de sens n'apparaissent que dans la langue. Elle n'apparaît pas dans la traduction. Vous voyez ce que je veux dire ? Et même en anglais, ça ne fonctionne pas. Parce que de ce point de vue-là, l'anglais, où c'est vrai, il y a a man, mankind, mais tu ne peux pas dire « this woman is a man as other men ». Tu dois dire « this woman is a human being as other men ». Donc même là, le français est encore plus fort dans l'emboîtement hiérarchique, si je puis dire, où homme peut être tout le monde ou une catégorie. Alors il y a peut-être une autre possibilité, c'est de parler de la femme comme étant une femelle. Ouais, à Samoa, oui. Et de dire, au lieu de dire c'est de dire Ah, parce que Oni est générique alors ? Oni, génériquement, c'est le mal. Oui, C'est le mal. Et Oui, dans sa fonction de femelle, c'est une femelle. C'est bien ce qu'on dit d'une femme, non? Enfin, c'est un homme aussi. Hein. Non, mais oui, on poursuivra la discussion après. Mais... Et on y a mais comment on y a quoi? Je crois que là, la discussion est tellement pointue. On va les laisser tous les deux continuer la discussion sur ce point très précis. Si je peux me permettre d'intervenir dans ce débat très, très, très intéressant. En fait, question de langue et de genre et sexualité en même temps. Et revenir à la remarque d'Irène de cela fait quelques minutes et dire en fait quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à dire le fait que, surtout aux États-Unis, dans les pays anglophones, il y a toute cette tradition qui remonte en fait à Franz Boas, le fondateur de l'anthropologie américaine au début du XXe siècle, qui est l'anthropologie linguistique. Donc, qui maintenant, depuis les années 70 en particulier, et plus récemment, a été non pas inspiré par le structuralisme et par une analyse de la structure de la langue et de ses relations putatives avec la culture, la société, tout ça, mais exactement comme le dit Jacques, fondé sur une analyse des pratiques langagières, donc basée sur des données qui sont des enregistrements des gens en cours d'interaction divers, et une analyse donc qui cherche en fait une analyse qui est extrêmement politique et critique, et qui cherche
une analyse de la façon dont les gens utilisent la langue pour faire d'autres choses. Et alors, je ne vais pas me vanter de mes propres travaux, mais un exemple qui est tout à fait pertinent à cette conversation, c'est des analyses que j'ai faites de Fraleiti, de Leiti à Tonga, de transgenres à Tonga, qui parlent entre elles ou qui parlent avec d'autres gens, où il y a tout un jeu de non seulement genre, il n'y a pas de pronom, donc, mais du genre sous d'autres formes, de sexualité, de restreintes sexuelles contre d'autres façons d'exprimer la sexualité, d'en faire trop par exemple, ainsi que des relations entre le local et ce qui n'est pas local. Donc, par exemple, ce qu'on appelle le code switching, on le dit ça en français aussi, le changement rapide entre le français et le tongien, qu'on entend ici aussi entre le tahitien et le français. Donc, un changement qui vraiment est idéologiquement très chargé, parce que l'anglais, bien sûr, c'est le langage du cosmopolitisme, c'est le langage de l'extérieur, c'est le langage de la mondialisation. Et donc, les tongiennes négociant où et comment et combien elles s'engagent dans ce code switching en comparaison avec les hommes et femmes hétérosexuels. Donc, ce genre de travail exactement qui est politiquement très engagé, qui est basé sur des données, comme le dit Jacques, de corpus de pratiques langagières, inspirées par Bourdieu, de Certeau, etc., et qui vraiment est une tradition extrêmement importante. Et c'est un peu dommage d'ailleurs, ça me mène à ma conclusion, qui est le fait qu'il y a ce gouffre entre les milieux intellectuels, ce qu'on pratique dans les pays anglophones et les pays francophones, donc très peu d'interaction, si vous voulez, entre ces traditions, et donc ce colloque essaye de changer. Ça, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, cette façon de fabriquer des classifications, des sous-classifications, et de nous mettre dans cette obsession de nous placer dans des cases qui, quelquefois, me fait personnellement ressentir toute cette époque de censément d'émancipation sexuée et sexuelle comme quelquefois assez opprimante, justement, par cette obsession. Est-ce que tu pourrais développer ta réflexion sur cette propension occidentale à fabriquer des types? Yeah, I think, Irene, you're talking partly about the... Oui, je pense que, Irène, tu parles en partie... En fait, j'essayais d'établir un lien entre le système de classification de la période des Lumières, parce qu'on voit que le fait d'appliquer des noms à des types, par exemple Mahu, Rere, etc., est influencé par les classifications émergentes de tout ce qu'on trouve dans le monde, donc les plantes, les animaux. Et je pense que si on lit l'histoire naturelle des gens comme Johann Reinhold Forster pendant le deuxième voyage de Cook, on voit la façon dont il classifie la nature humaine est très semblable à cette classification très distanciée des nuages ou des icebergs ou de la faune et de la flore. Donc, ce que je perçois, la façon dont les textes primaires, donc les textes des voyages, la façon dont les choses sont nommées, c'est qu'on passe d'un mode de relation à un mode personnel. Et donc, je pense que ça induit l'idée de type de personne. Et c'est très intéressant, donc je n'ai pas pu parler des travaux de Deborah Elliston, mais la prolifération des termes utilisés localement en tahitien et en français à Tahiti
Je voulais parler également des travaux qui ont été effectués sur la Thaïlande par Peter Jackson, par Tom Bilstoff en Indonésie. Je pense qu'on voit même cette prolifération de termes comme lesbienne, bi, queer, et il y a vraiment une prolifération de types. Et d'une certaine façon, c'est très important pour les politiques identitaires. Hein, c'est une question politique avec des revendications contre la discrimination, pour l'égalité, pour l'intégration, pour les droits de l'homme. Nous sommes tous des humains, mais en même temps, je pense que ce type d'identification en tant que type oppresse d'autres aspects de la personne humaine. Donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, par rapport aux sollicitations des agences pour la prévention du sida et des ONG, ou Amnesty International, que les gens se déclarent comme non seulement homosexuels ou des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes de façon positive, et ils peuvent très bien vouloir se nommer comme ça, et il y a une attraction positive à se nommer comme ça, mais vous êtes aussi une femme du mont Hagen, ou un homme du Golfe, ou vous avez un rang important dans votre église. Donc c'est quelque chose de une classification très rigide de la complexité de la personne humaine. Donc je pense qu'il y a des éléments de ça que je trouve très dérangeants. Et c'est quelque chose, au niveau personnel, je suis assez ambivalente là-dessus. Et je me sens ambivalente là-dessus parce que je ne veux pas amener l'analogie trop loin, mais par exemple dans les idéologies raciales qui sont terribles, on a vu cette prolifération de points de vue très négatifs, hein, par exemple au niveau australien pour désigner les niveaux pour les aborigènes, pour les désigner. Il faut faire très attention quand on met des étiquettes qu'on pense être libératoires, qui en fait contribuent à une domination accrue, une subordination et une marginalisation accrue de la personne. Donc on le voit dans le cas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des gens qui se sont révélés, qui ont fait leur coming out et qui ont été ostracisés. Donc ça ne rend pas leur vie plus facile, pas nécessairement. Donc ce sont des processus puissants de stigmatisation qui sont encore en action. Donc c'est ma réponse qui est un peu longue, mais cette question que tu as soulevée il y a quelques instants, le manque de distinction genrée entre le je et le tu, et la façon dont ça existe dans certaines langues à la troisième personne, je voulais poser une question à Jacques et peut-être à toi. C'est quelque chose avec une notion avec laquelle j'ai du mal à l'heure actuelle. J'essaye de redonner force au travail que j'ai fait au Vanuatu, dans une langue indigène. Et ce que j'ai trouvé là-bas qui était fascinant, c'est que passer du nous en anglais à la complexité extraordinaire qu'il y a dans les langues austronésiennes, où on peut identifier le nous comme duel ou pour trois personnes ou carrément un pluriel, et on peut inclure la dimension inclusive ou exclusive. Donc on n'a jamais un doute à savoir qui va venir dîner. Donc après avoir parlé ces langues, j'ai du mal à revenir à l'anglais. Donc c'est une langue où, et c'était vraiment évident dans les réunions avec des litiges où on parlait de la terre ou de mariage, qu'il y avait l'utilisation de toutes ces dimensions exclusives du système de pronoms, qui sont duels ou pluriels. Donc à la fin d'une réunion, après une journée d'intenses débats, il y aurait des déclarations très rhétoriques sur « nous sommes tous humains ».
Donc la force idéologique de ce pluriel inclusif, ça c'était très très fort. Et je travaille avec un linguiste à l'heure actuelle, donc je suis très sensible au travail de déconstruction qu'a fait Jacques et qui nous a parlé aujourd'hui. Et j'aime beaucoup le fait que le terme générique pour l'humanité n'est pas masculin. Je crois qu'il y a quelque chose de très important dans ce système pronominal en termes de comment ça permet d'intrapoler les sujets en relation les uns avec les autres. Donc c'est l'élaboration de certains des points que tu soulevais. Et je pensais également, j'ai une petite fille maintenant, je suis grand-mère, la façon dont les enfants apprennent cette façon de Chloé à la troisième personne. Et il n'y a pas seulement maman et papa, mais il y a également Anna et Joshua. Et je vais dire d'autres noms également. Pour réveiller son père le matin. Je suis désolé, c'était un aparté, mais c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. L'obsession classificatoire, elle est dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés. Simplement, elle ne va pas porter sur la même chose. Pour les débats dont on parle ici, l'Occident récent, disons, va être obsédé, si je puis dire, par la classification des genres, du genre attributif, par la classification des orientations sexuelles, comme si c'était encore une nature, alors que dans les sociétés, et c'est les exemples que prenait Margaret au début de sa réponse, et puis dans d'autres sociétés, Samoa, etc., on va d'abord dire de quel clan tu es, de quel village tu es, par rapport à quel titre ancestral tu te détermines, à quel poteau d'habitude tu t'assois dans la réunion, tout ça bien avant et ensuite, est-ce que tu es quelqu'un qui est de ce village ou qui est venu dans ce village par mariage? Et tout ça bien avant qu'on songe même à se dire, bon, alors c'est une femme, c'est un homme, il est d'orientation hétéro, homo, etc. Non, c'est pas le problème. Donc l'obsession classificatoire, elle est partout. Mais en suivant un peu l'histoire des idées dans les différentes régions culturelles, on s'aperçoit que cette obsession, elle porte sur des objets totalement différents. Et c'est pour ça qu'on peut parler des mêmes domaines, le genre, etc., et voir que les questions qui sortent de différentes cultures sont tout autres. Mais justement, entre frères et sœurs, ce qui importe, c'est qui est l'aîné. Et donc, on voit que la question du genre, elle est neutralisée. Et par contre, on aura un terme pour dire mon cadet, parce qu'on ne dit pas spontanément, mais pour appeler son petit frère ou son grand frère, on aura des termes différents. C'est ça qui prédomine sur l'attribution de l'identification du sexe. Donc, l'ancestralité passe devant le genre, là, en termes dans ce cadre-là.